Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo qui, je crois, est une première en la matière. En effet, je reçois trois astrologues aujourd'hui, des astrologues sidéralistes, pour faire les prédictions 2025. On va aller regarder quelles sont les grandes influences de cette année 2025. Et donc, je reçois Valérie Lagriffoul. Bonjour Valérie. Bonjour Marie, bonjour Jana, bonjour Patrice. Voilà, bonjour Jana. Alors, c'est Jana Bodinova della Monica Bonjour, bonjour Marie, bonjour à tous. et Patrice Bourriche. Bonjour Patrice. Bonjour Marie, bonjour Valérie, bonjour Jana. Alors, on ne s'est pas trop concerté avant. L'idée, c'est que chacun prenne la parole et que cette parole soit enrichie par les autres. Qui aurait envie de se lancer pour peut-être déterminer les grands axes qui se lancent? Moi, je peux le faire. Si quelqu'un veut la place, je laisse ma place. Allons-y Valérie. Écoute, on t'écoute. Alors, en fait, cette année 2025, lorsque bon, je l'ai pas mal étudié pour mes conférences là, d'il y a quelques semaines, m'a beaucoup interpellée parce qu'il y a un phénomène exceptionnel qui va se passer. C'est une rencontre au sommet de deux géants qui n'arrive qu'environ tous les 35 ans. C'est la rencontre de Saturne et Neptune au début de la constellation du Poisson. Alors, en soi, c'est événementiel, mais ce qui m'a encore plus interpellée, c'est le changement, l'arrivée de Jupiter au début du Gémeaux qui va en plus former un carré à cette conjonction. Est impliqué également le nœud lunaire nord qui va également au début du Poisson être conjoint à Saturne-Neptune. Donc, on a je veux dire une cocotte minute céleste et qui pourrait créer pour 2025 vraiment des situations événementielles dans de nombreux domaines. Alors, j'ai un ouvrage personnellement que j'ai acheté il y a longtemps, mais qui est très vieux, hein, c'est une vieille édition, 1952, qui s'appelle Les Grandes Conjonctions. Et je trouve que c'est très bien parce que, alors l'auteur c'est un tropicaliste, c'est pas grave, mais là, référencer toutes les grandes conjonctions, en particulier cette conjonction Saturne-Neptune. Donc, je suis allée dans l'histoire, hein, je suis remontée sur près de 2000 ans, toutes les fois où cette conjonction a eu lieu. Et alors, la dernière fois, c'était en 1989, et on sait que l'année 1989, c'est assez frais dans la mémoire des hommes, a été significative en termes d'événements, de chute du bloc de l'Est, mais également il y a eu des problèmes sur la place Tiananmen en Chine, il y a eu mais vraiment beaucoup d'événements. En 1952 aussi, il y avait des choses, mais surtout en remontant le temps, en 1917, il y a cette conjonction qui a généré la, la, la révolution russe. En remontant encore 1704, alors j'ai noté 1773, elle s'est formée au carré de Jupiter également. Et là, la conséquence, c'est l'indépendance des États-Unis, etc. Donc, tout au long de l'histoire, cette conjonction a énormément de répercussions sur la planète. Donc, pour moi, il va y avoir beaucoup d'événements, y compris des événements telluriques, parce que elle se fait quand même dans la constellation des Poissons, c'est-à-dire encore beaucoup d'eau. Qui dit beaucoup d'eau, il peut aussi y avoir beaucoup de séismes, parce que Saturne et Neptune sont souvent impliqués dans tout ce qui est séisme. Donc, la Terre se réveille, on le sent, donc ça devrait générer énormément de problèmes telluriques. Voire même, à un moment donné, j'ai eu le sentiment qu'il pourrait y avoir des côtes géographiques qui soient redessinées sur la planète à certains endroits du monde. En particulier, je crois que c'est en 89, la faille de San Andrea avait donné des signes d'activité. Potentiellement, ça pourrait revenir encore. Enfin, voilà, donc tous ces phénomènes-là. Et en fait, c'est le cœur de cette année 2025, avec bon, bien évidemment d'autres phénomènes, hein. Il y a l'installation pour plusieurs années, voilà, un peu définitive d'Uranus en taureau. Donc, avec des conflits, là, on a la rétrogradation de Mars. Donc, tout à l'heure, Jana nous parlera dans ses prévisions de ce phénomène martien, donc qui est très guerrier. Donc, on est vraiment dans un brûlot, dans une poudrière.
Voilà. Alors, j'en ai certainement beaucoup oublié, mais c'est surtout le cœur de cette actualité. Et à ce propos, j'aimerais, parce que je réfléchis beaucoup sur ce carré Jupiter à Saturne-Neptune, qui aura lieu surtout en juin. Pour moi, le mois de juin est un des mois les plus dangereux de l'année 2025. Donc, je voudrais savoir si mes collègues, entre guillemets, ont des idées ou peuvent apporter quelque chose ou peut-être infirmer, confirmer ou partager, voilà, pour essayer d'aller plus loin, d'essayer de comprendre ce que ça pourrait entraîner. Puisque c'est faire des recherches dans le passé pour retrouver à chaque fois où il y a eu une implication Jupiter, Saturne, Neptune. Alors, j'ai trouvé des phénomènes d'opposition, hein. En 1989, justement, Jupiter était en Gémeaux opposé à Saturne, Neptune. En 1773, Jupiter était en Verseau, était opposé à Saturne, Neptune, etc. Là, c'est un carré. Pour moi, le carré est beaucoup plus problématique que l'opposition, donc ça pourrait potentiellement être plus événementiel encore que l'indépendance des États-Unis. Bien entendu, nous allons aborder la poudrière, hein, comme tu viens de dire, Valérie. Ceci dit, moi, je suis assez preneuse pour si toutefois l'un d'entre vous avait des événements un peu positifs pour cette année 2025. Oui, Surtout, la fin n'hésitez d'année plus pas. douce. Enfin, moi, je vais parler de Mars, mais je veux tout de suite vous rassurer que c'est pas, au niveau de Mars, c'est pas aussi terrible, hein. En fait, c'est pas, il faut pas se faire peur. Mars n'est pas dans une position trop problématique cette année. Bon, je vais vous expliquer selon quels critères astrologiques, etc. Mais voilà. Juste pour rassurer, comme, voilà, je vois que tu, tu y tiens, Marie. Voilà, pour moi, il n'y a pas de guerre mondiale qui commence cette année. Voilà, s'il faut le dire directement, voilà. Ah oui, merci, Lana. Voilà. Mais peut-être que Patrice nous dira autre chose. Mais avant de passer la parole à Patrice, est-ce que toi, parce que là, Valérie, elle a appuyé sur certains aspects, est-ce que toi, tu as d'autres aspects, donc tu nous parlais de Mars, mais est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Par rapport à ce que disait Valérie, c'est en effet l'influence principale de l'année. Je suis d'accord. Non seulement parce que c'est une grande conjonction, mais en plus, le moment où elle arrive est très spécial. Puisque, en fait, en début d'année, au mois de mars, commence une suite d'événements avec, premièrement, nous avons l'équinoxe, bien sûr, du printemps. Lors de l'équinoxe du printemps, qui est un moment énergétiquement puissant dans la nature, quand il y a des événements astronomiques, astrologiques qui coïncident avec ce moment-là, ils prennent beaucoup, beaucoup d'ampleur dans l'année. Et donc, cette période de l'année est accompagnée de deux éclipses solaires, pardon, une éclipse lunaire d'abord, puis une éclipse solaire. Donc, tout le mois qui va suivre l'équinoxe du printemps sera très puissant puisque, voilà, les deux influences se superposent. Et donc, je vais vous parler aussi un peu plus tard de Vénus qui se superpose à Saturne et à Neptune dans cette conjonction et plus précisément d'une de ces phases de Vénus de visibilité qui est extrêmement parlante. Elle se présente en tant que la déesse Athéna Pallas puisqu'elle devient étoile du matin. Donc, je peux en revenir un peu plus tard, mais si vous voulez, tout cela se rajoute et vous le savez tous, quand il y a plusieurs influences au même moment, cela donne quelque chose d'exceptionnel. Donc, au niveau de cette conjonction, oui, absolument. Le cycle entre Jupiter et Saturne se déploie. Il va former son dernier carré, en fait. Ces deux planètes vont former leur dernier carré. Ce printemps. Après, elles vont se diriger vers un trigone. Les choses vont rentrer sans doute dans une voie un peu plus tranquille. Mais en effet, c'est un moment de bascule où les forces, si vous voulez, les forces planétaires changent. Et dernière chose, ce qui est quand même pas mal, c'est que Saturne, jusqu'à présent, était extrêmement puissant pendant
5 ans, puisqu'il a d'abord passé 2 ans et demi dans le signe du Capricorne en sidéral, puis dans le Verseau. Maintenant, enfin, il va sortir de sa surpuissance. Il va passer euh, dans les Poissons, alors que Jupiter, lui, il va rentrer dans les Gémeaux. Et moi, je soutiens que dans les Gémeaux, Jupiter, il a une dignité puisque j'utilise dans mon école en fait d'autres exaltations pour les planètes et nous travaillons avec des exaltations en sidéral. Et donc Jupiter est exalté dans les Gémeaux dans ce système. Mais ça fait peut-être beaucoup. En tout cas, pour résumer, c'est pour dire que le rapport de force change entre Saturne et Jupiter et que probablement, en fait, les choses vont aussi bien tourner sur certains thèmes. Voilà. Ok, super. Eh ben, écoute, Jana, alors avant d'approfondir un peu plus, hein, on va rentrer dans le concret. Je vais donner la parole à Patrice pour rebondir sur ce qui a déjà été dit et voir s'il y a des choses à rajouter, selon vous. Pour moi, l'année 2025, oui, risque d'avoir son lot d'événements historiques. Ça, c'est évident. En ce qui concerne les sujets relatifs aux guerres mondiales, je pense qu'en fait, nous sommes dans une grande guerre mondiale, nous sommes entrés dans une grande guerre mondiale depuis 1914, et qu'en fait, ce que l'on vit, ce sont juste des phases. Phase 1, phase 2, phase 3, pardon, dans laquelle on est rentré depuis 2001 selon certains, ou même 1990, hein, voilà, donc après, à partir du 90-91, au début de la guerre du Golfe, la chute de l'Empire soviétique, mais aussi 2020, lorsqu'on a commencé à, à mener la campagne de dépopulation massive. Donc, pour moi, ce sont des phases, en fait, messianiques. Voilà. Donc, c'est-à-dire on est dans la troisième phase messianique, celle qui doit mener justement à restaurer l'objectif principal, c'est-à-dire la Jérusalem biblique. Voilà. Donc, on est dans une situation, dans un contexte géopolitique qui est quand même assez délirant, puisqu'il est motivé par des conditions religieuses, par une idéologie particulière, qui souhaite justement, en réalité atteindre pour objectif l'asservissement de l'humanité pour mettre au sommet une élite qui la contrôlerait. Voilà, donc c'est bien le problème que l'on vit actuellement, c'est-à-dire que là, on va passer dans une phase d'accélération de ce processus, je pense à partir de 2025, en raison de la conjonction messianique, entre guillemets, entre Saturne et Neptune au début des Poissons, qui, on le sait, est un signe associé à la croyance, à la religion, à la spiritualité, etc. Donc, pour moi, on va vraiment entrer à un niveau supérieur par rapport à cela. Donc, c'est ça qui est un peu dangereux, parce que c'est un secteur céleste aussi qui prête à polémique, aux réformes religieuses, donc ça, on le sait également. Donc, il va falloir vraiment faire très très attention parce que des personnes qui seraient mal intentionnées pourraient utiliser leur pouvoir pour arriver à des situations assez destructrices. Donc c'est pour ça que je me méfie vraiment de cette conjonction, d'autant plus qu'il y a le nœud lunaire nord qui viendra, qui pourrait être un compensateur, mais je pense que s'il compense peut-être un accès de violence, il peut parallèlement amplifier d'autres sources de blocage et d'inconvénients, notamment au niveau des finances, de l'économie et beaucoup de choses comme ça. Donc, moi, je me méfie beaucoup, d'autant plus que cette conjonction, en tout cas la présence de Saturne en Poisson, n'est jamais bonne pour la France. Donc, à chaque fois, ça donne pour la France une situation chaotique, des troubles au niveau du pouvoir, au niveau de l'économie. Donc, moi, je me méfie vraiment de cette configuration astrale. Et
Mars actuellement rétrograde, donc en début de Cancer, qui ensuite le sera en Gémeaux, puis ensuite reviendra euh, dans son sens apparent, en tout cas, en fin Gémeaux et début Cancer. Pour moi, ce sont des contextes généralement qui peuvent être effectivement belliqueux, mais ça, ça, on espère que d'autres configurations astrales, en tout cas, permettront de le compenser. Mais comme vous avez pu le voir peut-être ces derniers jours, les tâches solaires ont quand même grimpé au-delà de 250-260 tâches quotidiennes depuis 5-6 jours. Donc, c'est pas un bon présage par rapport justement au risque de tension, notamment aux Proches ou au Moyen-Orient, les risques de false flag aussi en Europe ou ailleurs. Et il me souvient aussi en 2001, par l'observation à l'œil nu, lorsque je voyais Vénus, je me disais qu'il y aurait des tensions à l'Est. C'était au printemps de 2001. Et il y a eu effectivement un incident donc avec un avion américain qui avait été intercepté par les forces chinoises. Et donc je pense que même en Asie, ça peut bouger également autour du printemps. Donc pour moi, c'est une configuration mondiale amplifiée par des planètes telluriques, non seulement gazeuses, mais aussi les planètes telluriques. Et donc ces énergies, au lieu de rapprocher officiellement les hommes, risquent finalement de mener à des situations conflictuelles. Et comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, relative aux tendances astrales pour l'année 2025, les configurations impliquant Saturne et Neptune ont tendance à mettre en avant une personne qui se revendiquerait comme étant le Messie. Donc, on l'avait vu avec sa bataille de Séville et d'autres à une époque bien plus ancienne. Et on a pu également constater que certains mouvements messianiques ont également vu le jour lors de cette conjonction astrale. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est la porte ouverte à la folie au niveau des décisions qui seraient d'apparence rationnelles, mais qui seraient motivées en réalité par des intérêts absolument irrationnels. Donc voilà, donc on est dans cette phase et d'autant plus que ça se passera, cette conjonction se produira en début de constellation des Poissons. Merci Patrice. Qui c'est qui a envie de rebondir? Là, je voyais Jana qui bougeait la tête. Mais oui, je pourrais, mais peut-être c'est Valérie qui Voilà. a, qui a Qui c'est pas. qui prend la Alors, parole, Valérie, Jana? ouais, enfin, j'écoutais attentivement Patrice parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu as souvent des références qui sont très pertinentes parce que tu vas chercher un type d'information et c'est très enrichissant parce que moi, je vais chercher mes informations ailleurs. J'ai dit, mais c'est vrai, il y a ça, il y a ça. Donc, du coup, oui, effectivement, j'acquiesce. Il y a la conjonction, elle se fait au début du Poisson, surtout sur les étoiles de Cétus, hein, qui sont des étoiles qui n'ont pas bonne réputation, qui sont déjà saturniennes et qui, voilà, même dans l'Antiquité, présageaient beaucoup d'embêtements. Donc, pour moi, il y a un renforcement de la position de cette conjonction et un renforcement du fait elle se fait sur les sur les premiers degrés du Poisson, qui est une zone qui est vraiment pas cool en fait comme voilà pour parler de jeunes alors il y a cet aspect effectivement délirant messianique, on peut pas le nier. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'au-delà des motivations des fous furieux, d'essayer de décortiquer, parce où on peut partir du principe qu'on est dans une immense matrice dans laquelle on se balade depuis plusieurs millénaires et que finalement c'est un déroulé d'un scénario complètement sur lequel on n'a aucune prise, c'est une possibilité, ou on peut également essayer d'en extraire quelque chose parce que finalement, au cours du temps, indépendamment des projets des fous furieux, des projets, il y a de toute façon il y a des phénomènes célestes qui ont des répercussions et on peut se laisser embrigader et se dire, bon, bah ça y est, les extraterrestres arrivent. De toute façon, c'est leur prochaine étape, c'est de nous mettre des drones partout en disant que les aliens nous attaquent. Enfin voilà, on sait très bien qu'il y a des scénarios qui sont déjà
préinstallé pour qu'on puisse générer toute la panique possible, pour que les gens se suicident en masse. Comme ça éviterait de les exterminer. Puis dire, bah, c'était leur libre arbitre, hein, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais indépendamment de ça, il y a de toute façon, avec ou sans leur plan, il y a une rencontre Saturne-Neptune qui va avoir un impact sur notre planète. Et c'est ça que j'aimerais bien, parce qu'on peut aussi en tirer notre épingle du jeu. Il va y avoir, alors selon moi, hein, il va y avoir d'un côté effectivement des hommes qui vont se taper sur la gueule, c'est indéniable, qui seront pris dans cette espèce de scénario hallucinant, mais il va y avoir également, je le pense, l'émergence de quelque chose d'autre qui peut faire quelque chose de beau, c'est-à-dire une nouvelle solidarité, des marchés même parallèles, une manière différente que d'aller. On risque d'avoir de gros problèmes de blocage déjà dès janvier. On sait que ce qui vient d'être signé pour l'Europe est un cauchemar, le Mercosur. Donc nos agriculteurs, il faut les sauver. Et l'idée, c'est de créer des marchés parallèles, d'aller se débrouiller comme l'humanité a toujours fait depuis la nuit des temps pour survivre. Et je pense qu'il va y avoir de bonnes choses aussi qui peuvent émerger, de nouvelles structures sociales en parallèle. Bon, nous ne les montrerons pas à la télé, bien évidemment, mais il va y avoir quelque chose qui va exister. Donc, du coup, toi, Patrice, par rapport à toutes tes recherches, parce que finalement, tu es une encyclopédie vivante, historique, géopolitique. Non, mais je le pense sincèrement, c'est pas pour eux. Donc, par rapport à toutes tes recherches et ton recul, euh, qu'est-ce que tu peux voir émerger aussi à travers ça? Ouais. Un mouvement qui pourrait justement être contestataire, ça c'est évident. Le problème, c'est l'embrigadement médiatique, Ouais. la mainmise qu'ils ont sur les médias, qui fait que la majorité des humains va adhérer à la doxa télévisée. Mhm. C'est bien le problème. C'est-à-dire que on a l'impression que leur propre volonté se trouve guidée par des forces externes, bien qu'elles soient planétaires, Mhm. astrales, stellaires. Bien, nous avons quand même une majorité de personnes qui ira dans le sens de ce que lui ordonne de faire le pouvoir, de ce que lui ordonne de faire le pouvoir. Après, euh, moi je sais statistiquement qu'il y aura forcément des contestations puisque les gens seront amenés à marcher, à aller Mhm. dans la rue, puisque nous sommes dans l'axe, comme j'avais expliqué, calcanéum-estomac. Donc, évidemment, il y aura des manifestations, des protestations durant le cycle 2025-2027. Ça, c'est évident. Ça, c'est observé statistiquement. Mais c'est aussi un cycle associé aux pèlerins, donc au pèlerinage, aux gens qui marchent, Mhm. hein, puisque le 5e degré de la Vierge se trouve associé à Jérusalem. Et cette conjonction va effectivement se faire dans l'axe miroir, donc la conjonction Saturne-Neptune va se faire dans l'axe miroir, dans l'axe opposé de Jérusalem. Donc il y a tout ce risque aussi d'embrigadement messianique, toute cette manipulation par rapport justement au fait que lorsque l'on fait sortir les gens, c'est le signe que le Messie va arriver. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes, hein, donc les gilets de phosphore. Voilà, donc les gens n'ont pas n'avaient pas pris conscience de ce qu'il y avait derrière toute cette symbolique messianique, mais il y avait cette réalité de manipulation qui se trouvait derrière et qui a fait que, en sortant justement les gens habillés en jaune, couleur Messie, couleur lumière, eh bien, on pouvait justement accélérer sa venue. Donc, l'objectif dans toute cette mise en scène théâtrale est vraiment d'accomplir les objectifs messianiques qui ne sont pas encore totalement finalisés et totalement atteints. Alors, par rapport, tu disais, aux rencontres extraterrestres, etc., il y en a eu, effectivement, juste après la fameuse conjonction Saturne-Neptune, et ce sont les seules qui nous sont parvenues, qui auraient été officielles. Ce sont celles qui se sont produites au début de l'année 1954, Oui. donc dans la Boswell, base d'Oloman, aux États-Unis, et à Kapustin Yar, en Union soviétique.
Donc, il y a eu deux rencontres qui ont été faites. Les États-Unis, donc, euh, ont continué, malgré la rencontre, à réaliser leurs tests nucléaires, alors que les Soviétiques ont attendu quand même presque 9 mois pour recommencer à faire des tests nucléaires. Donc on sait bien qu'il y a eu une rencontre extraterrestre qui a été réalisée sur ces deux bases, l'une aux États-Unis et l'une en Union soviétique en 1954. Donc on voit bien que finalement les humains sont déterminés à construire toujours plus d'engins destructeurs. Tu as parlé comment du séisme en 1989 au niveau de la faille de San Andreas. Il me semble que c'était suite à un essai nucléaire réalisé, un essai nucléaire souterrain réalisé dans le Nevada qui aurait trop Ah, fait avec des secouer conséquences sur le. la faille. Oui, oui, je crois qu'il avait été un peu surdosé. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui se trouve associé aux armements atomiques, au bombardement, euh, à la grande mortalité également, euh, se trouve une fois de plus associé à cette conjonction Saturne-Neptune, euh, qu'elle soit dans n'importe quel secteur céleste. Alors justement, par rapport à ces événements, par rapport à ces potentiels, qu'est-ce qu'on pourrait justement dire, expliquer, parce que bon, Neptune, c'est aussi le monde des illusions, c'est-à-dire que l'idée de faire des prédictions, enfin, de parler sur les grandes influences, c'est aussi peut-être d'expliquer comment on peut les traverser de la façon la plus créative possible. Qui c'est qui a envie de prendre la parole là-dessus? Voilà, peut-être c'est pas fini pour Patrice, je sais Non, non, pas. c'est bon. Je Bon. laisse la parole aux autres quand même. Je ne vais pas tout monopoliser. C'est vrai que les poissons sont en lien avec cet aspect messianique, mais il faut peut-être aussi dire qu'il y a le faux et le vrai Messie quelque part. Et nous savons tous que, enfin peut-être pas tous, mais vous me direz ce que vous en pensez. Il y a bien évidemment cette idée de présenter un faux Messie, alors que la vraie, le vrai Messie devrait arriver dans nos cœurs, à chacun, sans forcément s'incarner dans un corps et être présenté comme une superstar à la télé. Moi, je pense que dans le ciel, on pourrait éventuellement voir une telle opposition du vrai et du faux, Messie, grâce à cette influence de Vénus dont je vous ai parlé, mais il me faut un petit peu expliquer ce que c'est, puisque ce sont des choses qui sont pas très connues que j'ai pris dans la tradition astrologique antique, où on observait énormément le ciel et l'observation était en fait ce qu'on voyait dans le ciel était de première importance pour faire les présages. Donc, Vénus, quand elle fait sa conjonction avec le Soleil et quand elle se montre pour la première fois après sa conjonction où elle est invisible lors de sa conjonction et qu'elle s'éloigne suffisamment du Soleil, qu'elle devienne du coup visible à l'œil nu en tant qu'étoile du matin, soit en tant qu'étoile du soir, ce moment-là est extrêmement important. C'est la naissance symbolique de Vénus. Et cette naissance-là a un cycle. En fait, elle a son propre cycle qui est de 8 ans et ça se répète tous les 8 ans, etc. Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que, par exemple, nous avons Vénus du soir en ce moment, elle est visible en ce moment dans le ciel, elle va se rapprocher du Soleil, et puis elle va disparaître. Donc, c'est sa mort symbolique, puis elle va réapparaître en tant qu'étoile du matin. Quand elle réapparaît en tant qu'étoile du matin, les anciens la considéraient en tant que l'incarnation ou la déesse Athéna elle-même. Enfin, je vous dis Athéna, mais cela peut être Inanna d'Akkad, parce qu'en Mésopotamie, nous avions Inanna d'Uruk pour Vénus du soir, Inanna d'Akkad pour Vénus du matin.
Et cette Vénus du matin, elle représente en fait un principe guerrier. Athéna, c'est la déesse de la guerre, de la stratégie, de la défense. C'était en Mésopotamie, elle a une signification semblable. Elle est représentée sur un lion, comme ça, avec plein de flèches. Elle soumet le lion, en fait, et elle a plein de flèches de guerre qui sortent de son corps. Et donc, c'est un principe de guerre, mais d'une guerre pas violente dans le sens brutale. C'est pas une guerre brutale, c'est la guerre de la sagesse, c'est la guerre quelque part juste. C'est un petit peu comme le guerrier de lumière, pour, pour peut-être prendre une autre image. Et donc, une fois tous les, je sais pas, 8 ans, quand Vénus passe de sa phase de soir à sa phase de matin, donc d'Aphrodite vers Athéna, une fois seulement tous les 8 ans, elle ne disparaît pas. Elle est si éloignée du Soleil, en fait, par sa latitude, qu'on peut l'observer le soir, et puis on peut l'observer tout de suite le matin. Donc, elle ne meurt pas. C'est Vénus immortelle. Et elle est rapprochée à ce moment-là de sa signification proche de la déesse Niké, de la mythologie grecque, qui représente la victoire. En fait, la victoire, l'aspect victorieux d'Athéna. Athéna était aussi, vous le savez, tous sortie du crâne de Zeus, donc c'est l'intelligence, la stratégie. C'est la plus intelligente des déesses, et même de tous les dieux. Elle avait un statut vraiment privilégié. Et cette phase spécifique de Vénus, elle arrive pile au moment de l'équinoxe du printemps. Alors là, je l'ai noté ici dans mon C'est sa calendrier. phase de rétrogradation, non? C'est sa phase, oui, cela arrive lors de sa phase de rétrogradation. Donc, l'équinoxe du printemps, il est le 20 mars, alors que cette phase-là de Vénus, elle aura lieu le 22 mars. Cela se passe en plus en sandwich entre deux éclipses, comme je vous l'ai Mm. dit. Et un peu plus tard, Saturne rejoint. euh, Poisson. En fait, toutes ces planètes, Saturne, Neptune et la Vénus en question, se rejoignent. Mm. En plus, ils se rejoignent sur le point vernal. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme accumulation de signification. Et donc, pour revenir au sens de tout cela, non seulement c'est puissant au niveau de toutes ces accumulations d'influence astrale, mais en plus, euh, Vénus est vraiment, c'est un de ses aspects les plus magnifiques. En plus, cela se passe dans les poissons où elle est exaltée. J'ai oublié de dire. Elle est exaltée à cet endroit-là. Cela lui donne une force qui dépasse juste sa position de planète intérieure, planète rapide, qui n'a pas beaucoup de poids. Non, là, elle aura énormément de poids. Et moi, je vois dans cette apparition magnifique de Vénus, je vois en fait, en tant qu'Athéna Pallas, une force de résistance, une force de vraie stratégie, de vraie protection en fait, des forces comme ça dans l'humanité elle-même, dans l'humain lui-même qui pourrait tenir face. Puisque qu'est-ce qu'il y aura en face? Il y aura en face Saturne, qui est un maléfique en gros, qui peut représenter toutes les facettes fausses de ce qu'on veut, avec le contrôle, avec la fausseté qu'on connaît. Nous avons Neptune qui est maître de l'illusion dans ses aspects négatifs. On peut parler de spiritualité, mais franchement, avant d'arriver à la spiritualité, il est d'une force destructive phénoménale et nous pouvons avoir même combiné avec Saturne des déstructurations de pouvoir. Même pour l'Union européenne, je ne sais pas ce qui va Mm. arriver. Est-ce qu'il va pas finalement se Ouais. décomposer? Ouais, imploser en Décomposer. fait. Voilà. Mm. Mais en face, il y a cette Vénus, en fait, en même temps, dans cette conjonction, il y a cette Vénus, dans cette phase exceptionnelle, qui pour moi est clairement
un indice et d'espoir et de vrai travail spirituel et peut-être voilà de forces qui viennent dans l'humanité pour justement répondre aux faux. C'est Voilà. ça. Euh, je, je voudrais te poser une Oui, question à Mélanie. Jeannot. Est-ce que tu as eu l'occasion de remonter dans le temps et de voir à quel autre moment cet aspect s'était formé et quelles conséquences ça avait pu avoir, donc dans le sens positif? Oui, j'ai essayé. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé puisque il faut déjà refaire toutes les conjonctions entre Saturne et Neptune. Mais alors, Saturne et Neptune et Vénus dans cette phase-là, alors je crois que je peux passer une année entière à Ouais, chercher. c'est énorme comme C'est recherche. énorme. Hmm, Pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai fait des recherches, mais ok. voilà. Ok. Ok, merci Jana infiniment. Je te redonne la parole, Valérie. Euh, euh, oui, oui, tu peux, oui, effectivement, tu peux me redonner la parole. Alors, je voudrais revenir, moi, sur le rôle des États-Unis. Il y a un changement, entre guillemets, là, début janvier aux États-Unis. Et là, ça fait déjà pas mal d'années que j'analyse, que je regarde la carte des États-Unis, donc la Constitution, enfin, l'indépendance et la Constitution. Et il s'avère que le jour de l'indépendance, voilà, le 4 juillet pour les USA, ils ont déjà dans leur thème, alors la conjonction Saturne-Neptune se défait, mais Neptune est positionné sur le premier degré de la Vierge. Donc là, en ce moment, les États-Unis sont à la fois dans un retour de Pluton et en même temps sur une opposition dans les premiers degrés, donc Vierge-Neptune. Euh, pour moi, il devrait y avoir quelque chose de pas cool d'ailleurs pour ce grand pays dans le cycle qui est en train de se faire entre donc 2025 et 2027. Et je voulais demander à, voilà, mais à nos confrères là, peut-être Patrice, ce que toi tu en penses, ou ce qu'ils en pensent, ou ce que toi tu en penses. Alors déjà, par rapport aux États-Unis, euh, ils vont rentrer dans, en tout cas, ils terminent leur cycle plutonien, Hmm, hein, déjà. Donc Pluton revenant à l'endroit où il se trouvait lors de la création des États-Unis. ouais. Donc, déjà, c'est un cycle très important pour les États-Unis. Tout ce qui concerne la région de la côte Est aussi. Hein, donc, Jenna parlait très justement comment de Vénus au lever. Donc, il est très très important de vérifier toutes ces régions côtières, donc l'est des États-Unis, mais aussi la façade est de l'Asie. Ouais. Donc, toutes ces régions-là peuvent être effectivement concernées. Et donc, pour moi, oui, il ne fait guère de doute qu'il peut justement y avoir des événements concernant les États-Unis et dans lesquels de toute façon ils seraient impliqués pour eux, encore plus à l'Est pour eux, c'est-à-dire au Proche et au Moyen-Orient, ils seraient totalement connectés. Hmm, Donc, c'est une année, encore une fois, très importante, hein. On se doute qu'il y aura des aspects, une fois de plus, je vais me répéter, messianiques hein, dans les décisions et les démarches, puisque la personne qu'ils ont replacée au pouvoir est persuadée d'en être l'un d'eux. Voilà. Donc, on peut s'attendre à tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le cycle concernant les États-Unis, bah, c'est aussi un cycle mondial. Voilà, tout ce qui concerne les cycles mondiaux. Mais moi, je pense que statistiquement, ce que l'on a pu observer, c'était vraiment les événements importants en Russie, ouais. en Ukraine. Voilà. Donc le saisonnologue Barbeau s'était arrêté à 1917, mais quand on regarde plus en arrière, les événements ayant concerné la région d'Ukraine ou de Russie euh, avaient été la résultante également de cette fameuse conjonction Mhm. Saturne-Neptune. C'est vrai Donc qu'ils sont sur excuse-moi Patrice, ils sont sur le cycle Saturne-Neptune, les Russes. aussi, oui, oui, et Ouais. l'Ukraine aussi, Mm. puisque par exemple le premier mouvement sioniste parti d'Ukraine, donc en 1880-1882, ben voilà, donc c'est déroulé pendant cette conjonction Saturne-Neptune.
la création du mouvement messianique Chabad également, donc est apparu pendant cette conjonction Saturne-Neptune. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, ça ne se limite pas aux événements qui se sont produits en 1917 ou à la mort de Staline, etc. Non, c'est absolument pas ça. C'est vraiment trop restrictif. Quand on va vraiment dans les temps plus anciens, on découvre qu'il y a eu des événements idéologiques majeurs. Intéressant, Voilà. intéressant, intéressant. Et alors, est-ce que vous vous souvenez que Poutine est né en 52 sous cette conjonction? Tout à fait. Donc, c'est d'autant plus important. Hum, D'autant plus important. impressionnant. Bon, super. Ça va donner de l'ambiance. Ça va être rock'n'roll. Vous saurez Ah, pas bosser. C'est pour ça que je vous dis, enfin, moi, quand j'ai été très surpris, c'est lorsque il y a eu l'incendie de Londres en 1666, pendant Oui, cette construction. tout à fait. Voilà, durant l'année où la bataille de Séville s'est révélé comme étant le Messie, etc. Euh, vous avez plein d'événements, beaucoup de villes ont, ont connu des incendies durant cette période de conjonction de cet alignement Saturne-Neptune. Donc c'est pour ça que c'est une conjonction qui peut être incendiaire. Et voilà, j'aurais pu limiter à la limite le pronostic par rapport au fait que ça se trouve au niveau des étoiles des Poisson. poissons. Hum, Donc l'ancienne hirondelle, hein, voilà, donc, oui. exactement. sumérienne. Hum. Mais non, 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 absolument pas. On peut pas limiter le fait que ça se trouve à cet endroit-là. Et c'est bien le problème parce que cette configuration est effectivement incendiaire, quel que soit le secteur stellaire dans lequel est observée cette conjonction. Hum. Et d'autant plus qu'on vivra simultanément un pic Tache solaire. d'âge solaire. Hum. Voilà. Tu voulais intervenir, Jana? Oui, parce qu'il y a encore, mis à part l'aspect messianique et spirituel, disons, de la conjonction, je voulais aussi parler, juste dire un mot de l'aspect financier, parce que quand Vénus est là, toujours je reviens à cette Vénus. Vénus est quand même le maître du taureau et Uranus se trouve dans le taureau, va entrer, comme le disait Valérie, pour de bon dans le taureau. Et pendant ces temps, il va créer différents problèmes. Donc, cette transformation du monde des finances va durer 7 ans et va durer jusqu'à l'opposition, du coup, entre Saturne et Jupiter. Donc, elle commence. Disons que la traversée du taureau par Uranus est de 7 ans et elle s'étend entre le carré que forment Saturne et Jupiter jusqu'à l'opposition entre Hum. Saturne et Jupiter. Donc on aura en fait une transformation sur plusieurs années. Là, le fait que Vénus, qui gouverne le taureau, participe à cette conjonction, et là, au moment de l'équinoxe du printemps, etc., avec les éclipses, participe aux éclipses, etc., cela lui donne énormément de pouvoir. Et du coup, je pense que dans ce sens, l'aspect financier, par contre, risque d'être très, très problématique, puisque Vénus avec Saturne, bon, ça donne des problèmes avec la matière, l'argent, les finances, etc. Ça, c'est probablement une crise, une étape encore de la crise financière qui va se déclarer de cette façon-là. Alors, la crise financière, moi, je la pressens depuis également pas mal de mois et effectivement, on pourrait arriver à un énorme paroxysme. Mais c'est cyclique. Alors, les cycles boursiers, financiers, c'est cyclique. Alors là, on a un expert quand même sur les cycles financiers et boursiers. Je crois que tu les as, toi, Patrice, les as déjà beaucoup étudiés, puisque je me souviens avoir lu dans tes ouvrages que tu avais déjà parlé de ça. Euh, moi, enfin, personnellement, je pense que le milieu d'année pourrait être un paroxysme avec la formation du carré Jupiter à la conjonction pourrait être un pic voilà, difficile à passer en tout ce qui concerne les échanges, la monnaie et les transactions. Je pense que, alors je sais pas ce qui va se passer dans le monde, mais je pressens quelque chose d'assez terrifiant. Oui, l'axe
impliquant, enfin, un alignement impliquant la Vierge, hein, c'est toujours risqué, effectivement, parce que statistiquement, j'ai mis en évidence que cette constellation associée au ventre rendait certains gloutons. Voilà. Et le Donc, mot est le fait, faible. voilà, c'est ça. Et donc, généralement, euh, sur ce que j'ai pu observer par le passé, c'était essentiellement la présence de Mars dans la Vierge ou en début de Balance, qui avait, en tout cas, durant lesquels on avait observé d'importants cracks boursiers. Ouais. Donc, est-ce que l'effet de Saturne conjoint à Neptune pourrait également amplifier le phénomène à lui seul, puisqu'il se trouvera dans l'axe opposé à la Vierge, ça je l'ignore. Il me semblait que Bernard Madoff avait des astres à la fin des poissons, faudra vérifier. J'irai vérifier. Ouais, oui. Et donc, on pourrait justement, et je crois aussi que celui qui a créé, je me souviens plus de son prénom, je me souviens jamais, celui qui a créé la société Goldman Sachs. Hein, voilà, donc je sais plus. Je sais plus si c'est Goldman ou Sachs qui avait une conjonction Jupiter-Saturne en fin de Poisson. Voilà, il faudra vérifier. Ouais, C'est l'un des deux. Et donc c'est opposé à la Vierge. Ce sont des secteurs qui sont assez gloutons, vampirisants au niveau des finances. Et je ne sais pas s'il faudrait attendre que Mars se trouve dans le secteur de la Vierge pour que cette conjonction malsaine serve de détonateur une crise à un financière. bouleversement financier. Voilà. Donc une dilapidation brutale, etc., et qui pourrait survenir durant le cycle 2025, première partie Mois d'août, hein. en raison de la présence de Mars dans le secteur de la Vierge, opposé à l'amas Mois d'août. situé en Poisson. Je viens de voir, c'est au mois d'août. Oui, c'est ça, au mois d'août. Donc c'est possible. Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser. Parce que finalement, vous vous fondez sur l'histoire. Vous êtes allé regarder dans les anciennes conjonctions qui par le passé ont abouti à à des effets sur Terre, etc. Oui. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'être humain tire des leçons de ces expériences et possiblement Comme l'histoire le prouve. Alors les Babyloniens, oui, Ouais. les Sumériens, justement, leur objectif, c'était de consigner toutes leurs observations, de savoir quelles étaient justement les configurations astrales qui risquaient de provoquer telle ou telle situation. Donc pendant des siècles et des siècles, ils ont notifié toutes leurs observations et les conséquences associées aux configurations astrales. Mais les populations moyen-orientales sont un peu fatalistes et on laissait faire finalement à chaque fois en disant bon bah cette année il y aura une baisse voilà des rendements, etc. Donc les prix vont augmenter, voilà, donc il y avait quand même une vision fataliste de l'avènement des configurations astrales qui étaient pourtant prédites et redoutées. Donc il y avait une anticipation, mais pour conscientiser que l'année ne serait pas forcément la meilleure, en raison justement de tel ou tel alignement astral. Cependant, juste, je m'excuse de vous couper la parole, mais l'idée quand même, c'est traverser ces conjonctions, ces aspects dans une perspective évolutionniste. Enfin, l'idée, c'est quand même bienveillante. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire que les humains ont évolué et qu'ils vont pouvoir justement canaliser leurs énergies, mais on a l'impression justement que ces astres ont une capacité à générer justement chez les humains des impulsions qu'ils ne sont même pas à même de juguler. C'est ça le problème, c'est-à-dire que statistiquement, quand il y a beaucoup de taches solaires, eh bien, il y a des conflits,
des conflits majeurs, une forte mortalité, etc. Voilà, donc on n'a même pas réussi à canaliser ce genre de choses. On n'arrive pas à canaliser le fait que certaines configurations seraient susceptibles de rendre malades des gens. Au contraire, on va tout faire pour les rendre malades avec ces configurations astrales. C'est incroyable. Donc, même si d'un côté vous voulez faire du bien, il y a comme si c'est comme s'il y avait une force Contraire. derrière qui va vous conduire, en tout cas qui va conduire ceux qui sont Ouais. euh, les intermédiaires de ces énergies noires Mm. à provoquer le chaos sur Terre. Oui, mais le chaos, c'est forcément des phases de transition. Donc, l'idée, c'est d'aller détruire justement ce qui empêche l'être humain, quelque part, de vivre plus sereinement, plus harmonieusement, plus heureux, quoi. Et pour laisser émerger justement ce nouveau monde. Il est où, ce nouveau monde? Parce que si on répète toujours du même, on tourne en rond dans la marmite, en fait, quelque part. Bah, je suis d'accord, on est d'accord, je pense. Pardon, Jana. Tout le monde le veut, ce nouveau monde, sauf que ceux qui sont aux manettes n'ont pas envie de nous le donner parce qu'ils ont trop à perdre. Donc là, il y a un conflit d'un monde mourant avec un monde qui essaie d'émerger, qu'on aimerait bien faire émerger. Mais si tu regardes de toutes parts, ils nous mettent des barrières, on essaie d'avancer un peu, paf, 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 il y a des barrières qui sont mises au fur et à mesure que ce soit pour la liberté d'expression, la liberté de circulation. Donc oui, on sent bien qu'il y a un monde qui meurt mais qui veut surtout pas. Le dinosaure veut pas mourir, voilà. Le dinosaure ne veut jamais mourir. Pourtant, c'est son heure. Donc, il faut faire avec. Bien sûr, quelque chose va en émerger, mais l'accouchement est difficile, hein, il n'est pas sans douleur, Et sans péridurale. sans péridurale. T'as plein Jana, de- Vas-y, pardon, Jeanne. Oui, ben, disons que là, je vais parler de Mars un petit peu, parce qu'en fait, je pense qu'il faut, on est en pleine transition. On dit que on va changer d'ère astrologique, on va passer de l'ère des poissons dans l'ère du Verseau. On dit que l'humanité est en pleine transformation, etc. D'accord, mais tout cela, en fait, prend du temps. Et ce temps, heureusement, on peut le mesurer en astrologie. C'est parmi les atouts de l'astrologie. Euh, et là, je voulais vous dire, cette histoire de Mars, que euh, c'est important parce qu'en fait, les, les les grandes tendances, les grandes choses qui peuvent arriver à l'humanité sont quand même en lien avec ces ères astrologiques à grande échelle et avec la précession des équinoxes et avec le point vernal et avec le soleil qui se déplace à raison de 1 degré Les tous les 72 ans. 12 ans dans le zodiaque. Le point vernal se déplace à ce rythme-là. Et ce point vernal, actuellement, se trouve dans le 5e degré des poissons, donc à 4 et 51, par exemple, je sais pas, par là, dans le zodiaque babylonien fixe. Et puis, le signe des poissons, par contre, est divisé en 12 parties égales, qu'on appelle les dodécatémories, et qui étaient largement utilisées aussi dans le passé pour faire les prévisions et justement scruter comme ça plus en détail ce qui se passe au niveau collectif. Donc, l'équinoxe, donc la dodécatémorie de Mars, en fait du Bélier, mais qui est gouvernée par Mars, se situe, en fait, c'est la deuxième dodécatémorie des poissons. Et le point vernal, c'est-à-dire le soleil au moment de l'équinoxe du printemps, est entré dans ces dodécatémories-là en 2015. En 2015, mais il va y rester. Pour traverser toutes ces dodécatémories-là, le point vernal prendra 180 ans. 180 ans. Cela veut dire que, comme toile de fond, en fait, l'humanité aura Mars comme planète Régent. dominante pendant très très longtemps. Donc, avec des sous-cycles, nous pouvons encore briser, diviser encore par 12 si nous voulons, chaque cycle, etc. Mais il y a des phases, bien sûr, dans ces 180 ans qui seront pas les mêmes, hein.
Mais il faut quand même tenir toujours en tête que la toile de fond est de Mars, donc la guerre, le conflit, toutes sortes de calamités, etc., etc. Donc en effet, nous sommes conditionnés par ça. Et Mars est une planète très importante à observer pour savoir s'il y aura une guerre, s'il y aura, voilà. Donc qu'est-ce qu'on regardait d'autre pour Mars pour savoir s'il allait être puissant dans une année? On regardait tout simplement sa brillance. Mm. Est-ce qu'il est lumineux dans le ciel? Puisqu'il a une brillance qui varie de 5 points en magnitude. Il peut être vraiment très petit, comme plus petit que Mercure, plus faible que Mercure, il peut devenir plus brillant que Jupiter. Vous imaginez dans le ciel Jupiter, le grand bénéfique, et d'un coup, vous avez un Mars qui brille plus fort que Jupiter. C'est forcément chargé de sens. Et donc, ces cycles de luminosité de Mars peuvent nous indiquer aussi les moments où il sera fort et du coup, le côté guerre sera beaucoup plus prononcé. Et là, j'ai la bonne nouvelle, c'est que, en fait, le maximum de luminosité de Mars est passé. Mars était le plus brillant pendant la fausse pandémie, le faux Mm. machin, tout Mm. donc, la vraie grande nuisance que nous avons eue par cette planète, c'était pendant la pandémie. Il est en train de devenir plus faible. C'est pour ça, je vous disais que c'est probablement au niveau de la guerre. Oui, il y a de la guerre dans le monde, mais nous, il faut se rappeler ce que c'était la soi-disant pandémie, ce que ça représentait quand même. Il ne Mm. s'agissait pas de deux pays qui étaient en guerre, il s'agissait du monde entier, etc. Donc ça, c'est passé. Voilà. Super. C'est pour cela que, bon, il faut quand même se dire, oui, nous sommes en transformation, oui, il faut que cette dodécatémorie de Mars passe, mais en même temps, un des pics de nuisance de cette planète-là est passé. Donc, relativisons un peu. Voilà. Merci, Merci, Dana. Jana, pour ces bonnes paroles. Qui... On le cherche, l'espoir, il faut. Oui, on le cherche. Enfin, Et- on peut chercher de l'espoir. L'idée, c'est de rester objectif avec les faits. Et après tout, il va se passer des choses, mais tout le monde ne sera pas impacté. On va dans nos vies individuelles. Bon, il y en a qui vont être impactés malheureusement, mais la plupart des gens vont continuer à vivre normalement. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans une phobie collective ou de faire peur. L'idée, c'est d'être conscient que nous passons des cycles terrestres qui sont sous-tendus par des événements célestes avec derrière des gens qui essaient d'exploiter ça pour faire effectivement aboutir un projet de longue haleine contre l'intérêt des habitants de la planète. Donc voilà, en gros, c'est de résumer un petit peu ça. Donc comment tirer son épingle du jeu, sauver sa peau, éviter de se faire injecter de force avec tout ce qu'ils essaient de faire. Donc éviter de se faire gazer non plus parce que on est aspergé en permanence par tout des polluants, des machins comme ça. Donc comment arriver à s'en sortir vivant. Alors pour ceux qui ont des enfants, de les voir grandir, hein, et d'espérer de les voir grandir, et peut-être d'espérer devenir grand-père ou grand-mère un jour. Donc c'est les grands destins collectifs des nations, des peuples de la Terre, et puis ça les petits destins individuels. Donc on est également conscient que la co-création de notre réalité passe par un état intérieur vibratoire, de cultiver sa paix intérieure, de cultiver sa joie, de cultiver les moments tendres, de passer du temps, de sélectionner les choses importantes pour nous. Voilà. Mais ne pas non plus rentrer dans l'angélisme. Ce que nous vivons depuis 20, 30, 40 ans, et là effectivement depuis 2020, est cauchemardesque. Et je suis pas sûre que ça va s'atténuer en 2025, 2026 et 2027. Peut-être à partir de 2027. Vas-y, Marie. J'ai une question encore. Tout à l'heure, vous parliez du transit d'Uranus dans le taureau. Mm. Et le taureau, c'est aussi la nourriture. Ouais. Et en fait, on parle de plus en plus de l'empoisonnement par la nourriture. Mm. Et en l'occurrence, aujourd'hui, justement, la vaccination des animaux par de l'ARN messager, enfin, etc. Mais tout le cycle du nœud nord en poisson et du nœud sud en vierge, ça a été l'actualité, c'est l'empoisonnement entre autres de la nourriture et de l'accaparement par certains des terres agricoles pour pouvoir faire de l'OGM et compagnie pour empoisonner encore plus les gens. On va
passer à un autre cycle, mais là, encore pendant quelques semaines, le nœud sud reste en Vierge, donc c'était aussi dans l'actualité. Et le passage d'Uranus en Taureau peut avoir l'effet bénéfique, c'est de redonner à la terre, aux paysans, une liberté pour cultiver leur terre, donc faire quelque chose de ça, mais en même temps faire intervenir les nanotechnologies dans toute la chaîne alimentaire et empoisonner un peu plus l'humanité. Avec ce qui est en train de se signer pour l'Europe et le Mercosur, on est en danger. Mais là, 450 millions d'Européens sont en danger. Manger va devenir le prochain Chanel. On est plusieurs à penser, parce que le taureau, c'est aussi la chair, l'incarnation. Hein, d'accord? On est vraiment dans l'incarné. Donc, la chair animale. Donc, potentiellement, la chair animale peut devenir un poison et tuer les gens. Et on ne connaît pas les effets, même à moyen terme ou à court terme, de l'injection de cheptels entiers d'animaux avec de l'ARN messager. On ne le connaît pas. Et on va le découvrir. Ah, mais si on avait su, mais si on avait su, mais on ne prend pas de risques. Or, les risques, ils sont pris parce que d'abord, c'est des milliards qui sont en jeu, donc on se gave. Hein. Le Sud en Vierge, hein, on en profite tant qu'on peut. C'est le ventre, il n'y a aucun problème. Mais surtout, c'est le plan des populations. On est trop nombreux et on ne sert à rien. On est des bouches inutiles avec des allocations et des pensions. Or, ils veulent faire des économies sur les retraites des vieux, surtout la génération. Moi, je viens de perdre mon papa, c'était la génération de l'après-guerre, enfin ceux qui sont nés juste voilà dans les années 40 et 50, c'est eux qui ont les meilleures retraites, les meilleures pensions, surtout en France. Il faut s'en débarrasser ça, pour faire des économies. Donc, ça a été les principaux injectés de force parce que ce sont des gens qui arrivaient à un âge où ils avaient besoin de soins hospitaliers, de soins médicaux, donc on les injectait de force. Moi, je sais que je me suis battue avec mon père, mais il était immunodéprimé, il était en traitement immunothérapeutique, chimiothérapie. Il me dit, j'ai pas pu éviter l'injection. Résultat, son cancer a été surmultiplié et il en est décédé. Alors j'ai une énorme colère en moi, mais ça, c'est la réalité, c'est ce que nous vivons. Et le prochain enjeu, c'est ce qui va rentrer dans notre bouche, l'eau et la nourriture. Faut Oui, éviter le canard pour les fêtes. Hein. Faut éviter le canard, la dinde et compagnie. Hein. C'est vrai que Neptune, il est en lien aussi avec l'intoxication. Hein. Oui. Neptune aussi. Mm. mais le problème quand tu dis il faut éviter le canard, enfin, et les poulets, enfin, voilà, mais en fait, il faut tout éviter parce qu'on sait aujourd'hui que les Pratiquement. poissons sont complètement bourrés de pesticides, de Ouais. mercure et enfin, de pesticides qu'on trouve dans les mers et voire même dans les eaux de rivière, tout ce qui est enfin, dans l'eau d'une façon générale, voilà. Je veux dire, bon, la viande maintenant, avec les vaccins qui sont de pire en pire, mais les légumes aussi, je veux dire, même en bio, faut-il encore déjà avoir les moyens d'acheter du bio, et puis même en bio aujourd'hui, peut-on dire que on fait du bio dans le monde dans lequel, enfin, dans le monde Ouais. pollué dans lequel on vit, Moi, je pense ils avaient déjà liquidé le stock avec les animaux des produits qu'ils n'avaient pas utilisés pour les injections. Ils les avaient déjà utilisés dès 2022. Quand je voyais l'état de la viande à l'époque, je pense qu'il y avait quelque chose. Depuis, ça va mieux. Mais il fut un temps, juste après, quand ils disaient que voilà, il y avait plus personne qui allait se faire injecter, etc. Fin 2022, début 2023, l'apparence était étrange. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ils ont commencé à cette époque-là à faire des choses. Donc, c'est juste de l'officiel. Voilà. Là, je pense que voilà, ils veulent préparer l'opinion publique en disant voilà, on va le faire, alors qu'ils ont déjà commencé bien avant. Mm. Est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait de l'uranium dans les injections? Hein, de l'uranium 238, mais c'est quoi? Ah oui, c'est évidemment, tout le monde s'attend à trouver de l'uranium dans Ah un oui. produit qu'on injecte dans le corps. Évidemment, c'est logique. Hein, Le non, non. pétrole, l'uranium, oui, Uranus est dans le taureau. Voilà. Oui, oui, non, mais Alors oui, mais pour eux, c'était déjà commencé avant parce qu'ils ont le zodiaque tropical en tête pour leur plan, eux. Hein. oui, Donc, oui, oui, oui. Là, c'est le projet Manhattan, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'ils injectaient des produits radioactifs pendant le projet Manhattan, et là, bah, ils l'ont mis en place, mais à l'échelle de la population mondiale. C'est terrible. Je veux dire, et après, faut pas s'étonner que des conséquences que l'on observe, dramatiques, et c'est pas faute d'avoir averti, on a tout fait pour le faire. Hein. Le vrai Zodiac, hein, en tout cas, ceux qui ont les compétences pour l'utiliser, avaient averti.
Ouais. En tous les cas, moi j'aime à penser que le transit d'Uranus dans le Taureau va susciter l'éveil des consciences concernant le corps comme temple sacré et qu'il s'agit de revenir un petit peu à nos essentiels et à nous nourrir différemment, autrement et à nourrir tous nos corps en fait, parce qu'on a notre corps physique, hein, Physique. notre corps psychique. Yana, tu avais levé la main, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose, mais c'est un peu... J'ai pensé tout simplement au premier principe hermétique qui nous dit que le monde est mental et qu'en fait, de là découle l'idée que les choses sont intelligentes et que peu importe quelles sont les conspirations humaines, nous avons une intelligence divine qui prime toujours et qu'elle est supérieure et que rien n'existe en dehors d'elle, en fait, et que n'importe quelle conspiration humaine euh, avorte, en fait. Elle ne peut pas, cela peut, bien sûr qu'il y a des hauts, bien sûr que des choses terribles peuvent se passer, évidemment, et l'histoire est pleine de choses pareilles. Mais au final, tout cela devrait avoir un sens. On ne peut pas juste dire, oh là là, on va tous mourir, on va s'empoisonner. Derrière tout cela, nous sommes en pleine transformation. Cette transformation a un sens. Et donc, il faut toujours avoir la foi dans la vie, de se dire, oui, les choses sont écrites quelque part et sont demandées. On nous demande quelque chose dans notre évolution. Donc, oui, conspiration humaine, très bien, elle existe, mais conspiration divine, elle est Aussi. supérieure. Merci, Voilà. Très bien, merci. espérons que le plan divin soit supérieur au plan des darks. Oui, bien sûr. Le plan de la Merci. lumière. Mm. Ouais, merci Jana, parce que en fait c'est vrai hein, que l'idée c'est que c'est de regarder vraiment de l'autre côté du miroir, arriver à accéder à une vision plus globale et ne pas perdre effectivement de vue qu'il y a une intention divine derrière tout ça et que si tout s'écroule c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de renaître. Et enfin, moi j'aime bien voir l'autre côté des choses et les choses dans leur globalité, en fait. C'est hyper important de ne jamais perdre de vue cela. Mais il va falloir la cultiver cette fois. Et justement, les poissons qui sont en lien avec avec l'accès au positif, si nous avons parlé de la conjonction en poisson, etc., au positif, les poissons représentent quand même l'accès à la réalité ultime, c'est-à-dire celle qui est derrière la matière. Donc, bon, c'est ça le but. Après, toutes les fausses choses qu'on peut nous proposer sur la route, elles seront bien là. Mais les poissons ont quand même, malgré tout, un bon côté. Il faut le mériter, par contre. Faut le mériter. Moi, je dis pas que c'est juste, on va juste se répéter que c'est bon, et ça va devenir bon. Vous voyez. Je Et, soutiens pas du tout ces mantras hypnose, vous voyez. Très Je suis bien, pas dans et l'auto-hypnose. je vois. toi-même, tu parlais tout à l'heure, Jana, du faux Messie et du vrai Messie, et que Mhm. finalement, il faut pas oublier que le Messie doit naître en chacun d'entre nous. Et quelque part, derrière cette conjonction Neptune-Saturne, il y a aussi cette possibilité d'incarner le Christ à l'intérieur. Ben, tout à fait. Et c'est quoi le Christ? Ce sont tout simplement les vertus. Les vertus. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas ceci, etc., etc. On peut relire les choses, mais Commandement. cultiver Les la lois. vertu, en fait, ça revient à des choses simples. Au final, c'est pas Oui, si... enfin, ne pas. Moi, je préfère incarner des choses Incarner la vérité, incarner la justice, incarner la lumière, voilà. ouais, l'harmonie, l'équilibre. Ouais. C'est le travail de plusieurs réincarnations pour Oui. nous. Voilà, c'est pas voilà, toute humilité gardée, hein, tout ça, parce que c'est... Voilà. Super. Bon, ben, je propose que, avant de terminer cette émission passionnante, ben, je vous donne la parole à chacun de vous pour dire un petit mot, quelque chose que vous aimeriez dire, transmettre à nos auditeurs. Je vais me lancer. Bon, moi je pense que il ne faut pas perdre espoir au grain de sable.
en un grain de sable. Il ne faut pas perdre espoir en un grain de sable qui pourrait justement Mm. rentrer dans le rouage et mettre à mal leur plan. Mm. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais dans mon dernier livre, Géomessianisme, c'est que ce grain de sable pourra prendre la forme euh, d'un événement astral qui aurait des conséquences sur les actions humaines, mais ça pourrait être aussi un grain de sable d'origine céleste, qui pourrait être, pourquoi pas, euh, intelligent, c'est-à-dire une civilisation extraterrestre qui serait quand même émue de voir que certaines civilisations humaines ayant accédé à des armes de destruction massive l'emploient contre des civils innocents Mm. au quotidien. Absolument. Oui. Donc, on espère qu'il y en ait quand même qui voient cela de là où ils se trouvent pour intervenir et enfin mettre un terme à tout cela. Et l'autre grain de sable qui pourrait justement servir de juge de paix, eh bien, c'est un événement cosmique, c'est-à-dire soit une éruption solaire massive qui détruirait l'ensemble des installations électriques, qui mettrait à mal, une fois de plus, leur objectif de créer un homme connecté, mais qui aurait des conséquences tragiques de conduire au meltdown global, c'est-à-dire que vous aurez la fusion des centrales nucléaires puisqu'il y aurait plus de quoi alimenter les systèmes de refroidissement. Donc ça, c'est la double peine, hein, finalement. Et vous auriez un autre aspect de grain de sable cosmique qui pourrait prendre la forme eh bien d'un objet céleste naturel qui pourrait percuter la Terre et conduire justement à peut-être organiser une forme de solidarité dans l'humanité pour qu'elle puisse se sauver et enfin mettre un terme euh, aux stupidités messianiques qui rythment notre humanité depuis quelques siècles maintenant. Ouais. Donc gardons espoir dans ce grain de sable qui interviendra, j'en suis sûr et certain. Ouais. Peut-être pas maintenant, Mm. mais à l'échelle humaine, à l'échelle de l'humanité, je pense qu'elle arrivera plus rapidement que prévu. Il arrivera plus rapidement que prévu. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Patrice, sur les histoires d'extraterrestres aussi, parce que je me dis que nos élites sataniques, mondialistes ont l'habitude de présenter, de prendre quelque chose qui existe, qui est bon, qui est vrai, de l'utiliser et de présenter sa version fausse. Ils ont fait ça à plusieurs reprises avec plein de choses, avec l'écologie, ils ont fait pareil, avec les droits des personnes homosexuelles, ils ont fait pareil. Maintenant, avec les extraterrestres, peut-être qu'ils font pareil, puisque au-delà de l'idée de conspiration que on nous présente tout simplement des extraterrestres pour nous faire peur, etc., moi je pense qu'ils pourraient très bel et bien exister, être intelligents, comme à nouveau, et d'une telle, en fait, si une telle vie extraterrestre existe et qu'elle est d'un niveau d'évolution supérieur à nous, elle aurait pu déjà nous anéantir. En fait, c'est un contresens complet de croire qu'on peut se défendre de forces cosmiques ou avoir peur, puisqu'on aurait, je pense qu'on serait déjà pulvérisé, en fait. Donc, je n'exclus pas une intervention extraterrestre aussi positive. Et même j'ai déjà entendu dire que ils ont remarqué une telle accumulation des fameux drones plasma ou je sais pas quoi aux États-Unis, pile au-dessus des installations d'armes nucléaires américaines, et qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont fait là, ces petites boulettes de lumière? On se demande. Voilà. Donc peut-être tout cela est aussi bien intentionné. On espère. Alors, moi, j'attends pas l'intervention de nos amis ou cousins ou parents extraterrestres
Moi, je pense on doit faire notre part. C'est notre planète, c'est notre humanité, et que c'est à nous, que ce soit au niveau individuel ou collectif, de faire ce qu'il faut. Donc, d'avoir l'attitude juste. Je pense que on a été énormément échaudés là depuis 2019-2020, et puis les ouvertures de conscience ont eu lieu. Il faut continuer à rester ouvert, à laisser l'angélisme de côté, même s'il faut rester positif et croire, bien évidemment, et garder la foi dans le cœur, euh, mais développer surtout la résilience dans tous les domaines. Alors, le survivalisme, c'est pas du tout mon truc, mais je pense qu'il faut commencer à se poser des questions, à retrouver une autonomie à tous les niveaux. On est devenu dépendant d'énormément de choses. Pour certaines choses, c'est un apport, c'est bien, mais peut-être il va falloir se poser les bonnes questions et de prendre conscience de cette dépendance à tout un environnement, un système qui nous rend feignants et qui nous fait abandonner de plus en plus, à tous les niveaux, une espèce de souveraineté individuelle. Je pense que 2025 va nous éprouver tous autant que nous sommes, donc à se reposer des bonnes questions. Je voulais revenir aussi sur les événements historiques d'une des précédentes conjonctions Saturne-Neptune au carré de Jupiter, qui lui, Jupiter était en taureau. C'était la période 1846-1847 qui a donné naissance à un ensemble de mouvements révolutionnaires, en particulier dans toute l'Europe. On appelait ça le printemps des peuples même. Et je pense que potentiellement, avec l'activité solaire et avec tout le contexte dans lequel nous sommes à l'aube d'un nouveau printemps des peuples. J'espère simplement qu'il ne sera pas manipulé et récupéré. Euh, Ça, c'est un piège. Donc, C'est le risque. oui, C'est le c'est un risque. risque, mais également à l'humanité de prendre conscience avec tout ce qu'on vient de vivre, d'être éclairé. Comme tu dis souvent à la fin de tes vidéos, soyez plus que jamais citoyen ou humain éclairé. Mais c'est exactement ça, c'est de rester éclairé. Parce qu'on est aussi peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution. Alors la dernière, c'était la révolution industrielle. Ça pourrait être la révolution de l'IA. Donc attention également. Mais nous avons la potentialité de transformer l'essai dans les années qui viennent et de faire quelque chose de très chouette. Même si, voilà, même si cette année, je pense, va nous demander de développer beaucoup, beaucoup de résilience. Et il faut le faire avec joie, joie dans le cœur et courage également, dans le foie ou dans le cœur, pour développer ce courage et d'arrêter de nous reposer ou d'être feignants. Je crois qu'il faut qu'on se réveille tous autant que nous sommes. Bon, voilà. Donc, je suis peut-être moins angélique, moins... je dis, il faut d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit faire notre part du boulot. Absolument, mais c'est ça justement comment dire, d'avoir cette idée de messie, pas d'un messie extérieur, mais Hein, Bien sûr. d'un sauveur intérieur. d'un sauveur, voilà, Mm, extérieur, mais de mm. sauveur intérieur. Mais Oui, ça passe par Saturne en astrologie. En oui, astrologie, nous avons besoin de Saturne pour notre autonomie et pour notre suffisance à nous-mêmes et pour vivre. Or, Saturne est très dénigré en ce moment avec le New Age, etc. On a l'impression qu'il faut juste souhaiter que les choses se passent et vont arriver, etc. C'est pas du tout ça. En fait, c'est du travail très, très dur qui... oui. Faut qu'on Concret, grandisse. très Faut qu'on concret. grandisse en tant qu'humanité. Je crois qu'il est temps, là. C'est Il bon. faut que les planètes confèrent le destin d'agir de la sorte Mm. à l'humanité, tout simplement. Amen. Et comment dire, les circonstances nécessaires, comment dire, les conditions pour le faire. Tout C'est à ça? fait. Oui, Oui. exactement. Configurations astrales, les alignements planètes, étoiles, planètes, étoiles, voilà. Et à partir de là, tout pourra se passer pour le mieux, pour l'humanité. On Aide-toi, le l'espère. ciel t'aidera. On l'espère. Et oui, exactement. Exactement. Et moi donc, pour terminer, j'ai envie de reprendre cette idée du petit grain de sable, parce que nous sommes tous un petit grain de sable et nous avons le pouvoir de faire dérailler la machine et que, pour rejoindre tout ce qui a été dit, il est vrai qu'il est temps de se tendre la main à soi-même, d'ouvrir notre cœur, notre conscience et d'agir de façon cohérente avec nos valeurs.
Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour 2025 et pour la suite. Et c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'on fonctionne dans une société de l'urgence, la tête dans le guidon, mais qu'il s'agit de sortir du guidon Mm. pour voir la réalité telle qu'elle est et agir, agir, vraiment, incarner. C'est aussi l'idée de Saturne, hein, d'incarner la réalité que nous voulons vivre. Et c'est Ouais, l'idée aussi du zodiaque absolument. sidéral. Mm. Et Donc peut-être, déjà, sortir du déni, du mensonge, ce sera déjà Ouais, une étape majeure vers justement l'indépendance par rapport à toute cette fausseté qui nous gouverne. Ouais. absolument. est-ce Très que bien. je peux me permettre une dernière chose? Juste pour rebondir sur ce que dit Patrice et ce qui nous concerne en tant qu'astrologue. Les poissons, quand même, ont un lien avec l'astrologie et Saturne et Vénus aussi, ensemble, surtout en combinaison, ont un lien. Et dans l'Antiquité, c'était un des aspects importants pour l'astrologie, pour pratiquer, etc. Je pense que c'est ce qui nous attend. Cette année serait bon pour l'astrologie, par contre, et que la vraie connaissance va se faire chemin. Et en plus, cette conjonction, elle se trouve dans ce premier poisson que Patrice a très bien décrit comme étant une Hirondelle. hirondelle en Mésopotamie. Alors, en Mésopotamie, c'était une hirondelle, donc un être en lien avec le monde mental, puisqu'il a des ailes, puisqu'il y a l'élément air qui est sollicité, décrit. Et puis en Égypte, par contre, j'ai appris que cette constellation-là était représentée par un ibis Comme un qui oiseau. était l'animal sacré de Thoth. Mm. Et Thoth, Puissance. c'est Hermès. Hermès, c'est l'être qui gouverne l'astrologie. C'est le père de l'astrologie. C'est notre principe, en fait, astrologique. Donc, je me dis que finalement, cette conjonction qui se produit dans une telle constellation va sans doute nous donner accès à la tradition, à la vraie connaissance, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, mais la vraie connaissance, puisqu'il est en lien avec le principe d'Hermès. Voilà. Super. Alors pour nous, c'est génial. L'âge d'or de l'astrologie sidérale 2025. Super. Bah, en tous les cas, merci, merci, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce type de vidéos. C'est vrai que, comment dire, ben, j'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos avec chacun d'entre vous et puis également avec Patrick Amselem, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui et avec qui je ferai certainement une vidéo par ailleurs encore. Mais bon, cette chaîne est dédiée entre autres à dévoiler cette connaissance, cette sagesse ancestrale et la vraie connaissance hein, pour rejoindre ce que dit Jana. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Bon passage, hein, puisque là, nous sommes Ouais, à la veille de la fin de l'année et ouais. vous aurez donc la vidéo disponible pour ce tout début d'année. Alors, soit le 31, soit le 1er, mais je Quand pense tu que peux, Marie, quand tu peux. Merci à toi en tout cas. Et Merci. puis, bonne nouvelle lune à chacun, hein. C'est la 13e aujourd'hui, hein. Ah oui. Ouais. génial! Oh, quelle graine semée! Waouh, Et waouh, waouh! surtout, On Sagittaire en plus. Mercure avec l'étoile Sabique. Oui, conjoint à Sabique, absolument. Voilà, donc là, c'est l'étoile des astrologues. C'est C'est l'étoile de notre journée. l'astrologie. C'est notre journée. Ouais. Super, merci. On a du mal à se quitter, hein? Non, c'est cool, c'est super. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu rencontrer de face à face Patrice et d'avoir également pu échanger avec Jana. Vous êtes formidables. Merci. Voilà. Au revoir Pareil. à tous et à très bientôt. À Très très bientôt. bientôt. Merci Merci Marie. Au Marie. revoir. Au Au revoir. revoir.